Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous retrouver encore une fois sur les plateformes du média Iguié. Aujourd'hui, nous faisons le point sur les dernières évolutions dans la région des Grands Lacs. Le 30 octobre dernier, Paris a organisé une conférence humanitaire qui a réuni différents acteurs régionaux. Au cours de cette émission, nous allons essayer d'analyser en profondeur les différents points soulignés lors de cette rencontre. Dans les studios aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Tite Gatabazi, journaliste et analyste politique, qui va essayer de nous faire comprendre clairement qu'est-ce qui se passe. Bonjour Tite. Bonjour Bertrand. Tite, récemment le 30 octobre dernier, ouais. Paris a organisé une conférence humanitaire sur la région des Grands Lacs. Pouvez-vous nous parler de cette conférence et nous dire qu'est-ce qu'elle vient ajouter aux différents processus actuels? C'est une conférence humanitaire co-organisée par la France et le Togo. Le Togo qui a statut de médiateur pour le compte de l'Union africaine. Et donc, Paris estime qu'il faut un volet humanitaire pour venir en aide aux sinistrés de l'Est de la République démocratique du Congo, que Tshisekedi continue de bombarder. Et donc, il y a encore des déplacements de la population, sans plus, sans moins. Ce n'est pas un processus en plus de Doha ou de Washington. Non, c'est une conférence humanitaire qui mobilise les pays, les agences des Nations Unies, les organisations non gouvernementales. Et on fait des promesses de dons pendant la conférence. Je crois qu'elle a recueilli 1,5 milliard. Et donc, ces promesses vont se traduire en argent liquide ou en équivalent. Les pays peuvent donner du matériel. Et donc, voilà, c'est un cadre strict, humanitaire et pas du tout politique, diplomatique ou toute autre forme d'interprétation qu'on puisse lui donner pour dire que ça vient chevaucher ni avec Doha ni avec Washington. Tite, au cours de cette conférence, un point a fait beaucoup parler de lui. L'ouverture de l'aéroport de Goma. Oui. Est-ce que vous voyez maintenant où nous parlons si cette initiative est-elle possible? Le président Macron a évoqué l'ouverture de l'aéroport de Goma pour, dit-il, acheminer l'aide humanitaire. Mais l'aéroport de Goma, pour ceux qui ne le savent pas, avant janvier de cette année, quand l'AFCM 23 s'empare de la ville de Goma, l'aéroport de Goma était devenu un camp militaire où tu avais les FARDC, les militaires de la SADC, des Burundais, des mercenaires, des Wazalendo, des FDLR, et avec du matériel, des équipements militaires ultra sophistiqués. Donc, depuis la prise de Goma par l'AFC M23 fin janvier, l'aéroport est impraticable pour deux raisons, rapidement. C'est truffé de matériel militaire, dont des mines antipersonnelles. Vous ne pouvez pas atterrir avec un avion futile militaire sur la piste de Goma. Avant de quitter l'aéroport, les FARDC ont pris le soin de détruire la tour de contrôle. Donc il n'y a personne qui puisse aiguiller le pilote pour qu'il atterrisse à Goma. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il y a besoin préalablement à l'utilisation de l'aéroport qui est les experts en déminage et qui arrivent et qui nettoient cet aéroport. Alors, dans ce cas, vient deux questions. La première question, vous avez dit que, mais c'est comme ça, l'aéroport de Goma est entre les mains de l'AFCM 23 depuis fin janvier. Oui. Pourquoi la France parle de cet aéroport aujourd'hui et pourquoi privilégie-t-elle cet aéroport au détriment d'autres
d'autres moyens qui peuvent être utilisés. C'est... allez, on ne va pas être méchant avec le président Macron. Il est à l'initiative parce que la France a une expertise dans l'action humanitaire. Il y a des grands noms en France. Quand on parle Bernard Kouchner, on voit l'action humanitaire. Bernard Kouchner est à la naissance de Médecins sans frontières, de Médecins du monde. Donc, il y a des organisations qui ont l'expertise et qui ont été sur plusieurs champs de bataille. Je n'en ai cité que deux, il y en a beaucoup. Donc, citer l'aéroport de Goma, on peut croire que c'est vraiment pour acheminer l'aide humanitaire. Mais au-delà de ça, hein, parce que les interprétations à Paris, ça a vraiment occupé beaucoup de gens. J'ai lu ici et là, chacun y allant de son interprétation. La première et la plus importante, c'est ce que Kinshasa dit depuis Luanda, Doha et Washington. Kinshasa parle de la reprise de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Ça veut dire, en peu de mots, que Kinshasa veut que la FCM 23 lui remette les territoires sous son contrôle, y compris l'aéroport de Goma. Voilà. La deuxième explication que j'ai, c'est que autour de la table, vous avez 70 délégations. Il y a le président congolais qui est à côté du président Macron. Il a avalé quand même beaucoup de couleuvres sur le plan diplomatique. Il ne faut pas trop le froisser. Il y a quelques intérêts, il faut le ménager. Alors, comme il est omnibulé par sa formule de retour de l'autorité de l'État, si on demande l'utilisation de l'aéroport, ce sera en accord avec le gouvernement congolais. Parce que, et donc, ça, c'est pour faire plaisir à Tshisekedi, quitte à marcher sur la faisabilité. La faisabilité n'est pas le problème qui se pose. Tshisekedi avait besoin que le président français, du haut de cette tribune, puisse déclarer qu'il demande, il n'a pas exigé, parce que c'est vraiment une demande, qui demande la réouverture de l'aéroport pour des besoins humanitaires. Voilà, c'est ces deux explications que je trouve, même si la mise en pratique est difficile, si pas impossible, en l'état actuel des choses, d'après l'explication que je viens de donner. Ouais, d'où vient ma prochaine question. Est-ce que voyez-vous ces différentes décisions et ces revendications qu'on prend en l'absence des véritables maîtres des lieux, parce qu'ils n'étaient pas invités? Voyez-vous cela possible? Il ne faut pas donner à la conférence humanitaire de Paris le pouvoir qu'elle n'a pas. Une conférence comme celle-là, il y en a des dizaines aux quatre coins du monde. Une conférence comme celle-là n'a pas de pouvoir de décision. La seule décision qui puisse être prise là-bas, c'est qu'il y a un membre participant, un pays ou quoi qui dit « Moi, je donne telle somme d'argent pour l'action humanitaire. » C'est la seule décision qui peut être prise là-bas. C'est des dons. La conférence n'a pas... Il n'y a pas d'autre...
J'ai dit tantôt qu'il ne faut pas croire qu'on superpose une nouvelle démarche sur Doha. Non, pas du tout. Et ça n'a rien à voir avec Washington. C'est le cadre strict humanitaire. Maintenant, si on extrapole, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi parler de l'aéroport de Goma quand on sait qu'il y a encore des engins militaires là-bas, un avion peut exploser sur place? Pourquoi ne pas inviter les autorités de fait qui administrent maintenant de Bunagana à Bukavu? Pourquoi ne pas les inviter? Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser et qui ne peuvent pas avoir de réponse claire, mais en définitive qui peuvent d'ailleurs être secondaires. Alors automatiquement, si selon vous cette ouverture de l'aéroport n'est pas possible, comment est-ce que cette aide va être acheminée? Si avec la voie aérienne ça se saurait, il y a la voie terrestre, il est praticable. Je rappelle quand même que après la prise de Goma, 3 chefs d'état-major de la SADC sont venus saluer, faire une visite de courtoisie au général Makenga. On avait vu des images. Et ils voulaient que les militaires de la SADC rentrent dans leur pays en passant par l'aéroport de Goma. Donc on va convoyer des avions qui vont venir les chercher. C'était impraticable. Ils ont constaté que ça n'était pas faisable pour les raisons que je viens d'évoquer. Depuis fin janvier, personne ne s'est aventuré à venir déminer l'aéroport de Goma. Quand vous vous promenez aux alentours aujourd'hui, les herbes ont poussé dans l'aéroport. Donc, on ne peut pas. Mais alors, Paris préconise l'ouverture de l'aéroport de Goma. Mais les autorités actuelles dans l'Est, à Goma par exemple, eux préconisent d'autres priorités, par exemple l'ouverture de banques. Que pouvez-vous dire par voilà, ça c'est la réouverture de banques, la libération des Tutsis congolais qu'on a enlevés, mis en prison dans des conditions inimaginables parce que Tutsis, le respect du cessez-le-feu. Ça, c'est dans la déclaration de principe de fin juillet de cette année entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Ils ont appelé ça des mesures de reprise de confiance. À ce jour-ci, Doha est bloqué. C'est parce que Kinshasa, une fois l'accord de principe signé, en intimant l'ordre aux partis, d'observer un cessez-le-feu immédiat, dans les heures qui ont suivi, Kinshasa a violé le cessez-le-feu. La délégation de l'AFC M23 a mis entre les mains de la médiation la liste de plus de 700 Tutsis congolais incarcérés à Makala, à Ndolo, à la Demiap, et probablement dans des cachots non identifiés. À ce jour, Kinshasa n'a toujours pas répondu favorablement à ça. La délégation de l'AFC M23 a expliqué que la fermeture des banques pénalisait le citoyen qui vit à Goma et qui n'a pas demandé à participer à quoi que ce soit et qui veut avoir une vie normale. Kinshasa n'a toujours pas accédé à cette demande. Et donc, ça n'était pas le lieu à Paris de parler de réouverture de banques, de parler de cesser le feu. Non, non. Ça, c'était interféré avec Doha. Donc, à Paris, on ne pouvait pas. La seule chose audible à Paris, c'était cet aéroport qui
toute proportion gardée, servirait de lieu d'acheminement de l'aide humanitaire. Mais les autres questions relèvent des discussions qu'il y a à Doha. Oui, mais alors, Tite, là vient une question. Mais à quoi joue Kinshasa? Parce que nous avons beaucoup de cas où il semble paraître qu'ils veulent parvenir à un accord. Ils font des négociations, ils vont dans des conférences, ils signent. Mais à la dernière minute, nous voyons autre chose. Ils signent, cessez le feu, et nous entendons des bombardements. Oui, oui. Mais à quoi joue Kinshasa? Kinshasa joue à un jeu dangereux, comme dirait un éducateur. Ça n'est pas la première fois. On a vu les allers-retours, les atermoiements depuis Luanda. Le dernier sommet du 15 décembre de l'année dernière a été saboté par le président Tshisekedi lui-même. Je crois que les deux délégations, sous la médiation angolaise, avaient négocié pied à pied, jusque tard dans la nuit. Hein? À 2 heures du matin, on est censé dormir, mais eux étaient en train de finaliser le document. Et au dernier moment, la ministre Kaikwamba, pour ne pas la citer, reçoit l'ordre du président de la République de ne pas signer. Il dit, désolé, je n'ai plus le droit de signer. On a assisté à cette tergiversation à Doha. Aujourd'hui, c'est une délégation qui n'a pas compétence pour parler de ça. Elle retourne à Kinshasa, on change de personnel jusqu'au jour où on a dû dépêcher le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. On a entendu à Washington, au dernier moment, au moment où on allait signer entre le Rwanda et le Congo sur l'accord intégration économique, projet de développement, dernière minute, stop, ne signez pas. Ça, c'est ce que fait le président Tshisekedi. Et au-dessus de ça, il a une rhétorique. Hein? Le discours de haine continue. Pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, le ministre Mouya a parlé encore de Pantin. La marginalisation des Tutsis congolais. Ça continue. La rhétorique victimaire, ça continue. Toutes les propositions qui arrivent sur la table de Tshisekedi, il dit oui, sans hésiter. Dans les heures qui suivent, il dit non, il ne faut pas le faire. Il trouve un prétexte pour reporter sans donner de calendrier. Je prends l'exemple du travail effectué par la conférence des églises catholiques en partenariat avec les églises protestantes qui a élaboré un document sur ce qu'ils appellent le dialogue inclusif, qu'ils ont soumis prioritairement au chef de l'État. Il a dit, bingo, je n'attendais que vous pour obtenir ce cadre qui est très important, qui va réconcilier les fils du pays. Mais depuis qu'on lui a remis le document, il multiplie des prétextes. Un coup en avant, un coup à gauche, un coup à droite. Voilà. Les évêques sont fatigués. Quand vous entendez des partenaires impliqués dans la crise des Grands Lacs, commencer à se lasser des positions de Kinshasa où on ne sait plus, c'est rouge, c'est bleu, c'est vert, c'est blanc, c'est chocolat, c'est gris clair, c'est tout le temps comme ça. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, qui est visible, c'est que ce soit à Luanda, que ce soit à Doha, à Paris, à Bruxelles ou à Washington, on a déjà vu et pratiqué le double discours de Tshisekedi.
Ça, c'est déjà acté. C'est vraiment des pirouettes. Et au sommet de l'État, pratiquer les pirouettes ne porte pas toujours chance ni au président, ni à son système, ni à sa diplomatie. Et donc, Tshisekedi joue à ça. Depuis qu'on a commencé, on peut retracer comme ça, acte après acte. Nairobi, ça ne va pas. On obtient East African Force. Ils menacent le général Kenya. Et pourtant, ils avaient obtenu 6 mois de répit. Et regardez, je parlais de Luanda. Luanda, quand même, il y a eu 7 sommets des ministres des Affaires étrangères. Et maintenant, on est à Doha, on est à Washington. C'est toujours et systématiquement Tshisekedi qui donne l'ordre, contraire à ce qu'il venait de donner la veille. Mais alors, Tite, c'est comme si le monde entier est en train de fournir des efforts pour ramener une paix durable dans l'Est de la RDC, sauf son propre gouvernement. Oui. Mais selon votre analyse politique, quelle est la suite à donner à ces différents processus ou à la situation dans la région des Grands Lacs, du moment où Kinshasa continuera ces pirouettes, comme vous les appelez? C'est une très bonne question. Quel est l'intérêt pour Kinshasa? Le prolongement de l'explication, c'est quoi? Tshisekedi est pris dans son propre jeu, est pris dans le tourbillon de ses propres contradictions. Tshisekedi veut plaire à son auditoire. Il a érigé le tribalisme au niveau institutionnel. Je parlais de la Cinco. Ils sont en désaccord. Je peux parler du procès Kabila, qui est une aberration judiciaire. Je peux parler des emprisonnements des opposants. Je peux parler du contentieux au sein de l'Union sacrée. Est-ce que Kamere, aujourd'hui, est membre ou non de l'Union sacrée? La question se pose. Je peux parler de Bahati Lukwebo. Je peux continuer la liste comme ça. Donc, le fan club de Tshisekedi est réduit comme peau de chagrin à quelques amis et frères de l'UDPS ou ceux venus de la diaspora. Et Tshisekedi s'adresse à ce petit noyau. En s'adressant à ce petit noyau, il n'a pas réussi à obtenir un consensus national autour de sa personne, et donc même sa propre légitimité est remise en cause. Tshisekedi a, je dis bien, il a personnellement et pour sa famille biologique des gros intérêts financiers. Ce n'est pas faire insulte que de dire que son régime est caractérisé par une corruption à outrance. Et ce n'est pas faux de dire que les détournements, on les lit tous les jours sur les réseaux sociaux. Il y a un procès ou deux en Belgique contre les membres de sa famille, son épouse incluse. Ses enfants, ses frères, ses beaux-frères, voilà, le petit noyau familial pour exploitation illégale des minéraux dans le Lualaba. Donc voilà, ces gros intérêts où ils piochent comme ça dans la caisse parce qu'on doit acheter des armes, parce qu'on doit aller corrompre des cabinets aux 4 coins du monde pour porter son discours, il ne veut pas expliquer ça aux Congolais. Donc il lui faut trouver des boucs émissaires. Les boucs émissaires sont les Tutsis congolais et le Rwanda. Ce discours a vieilli. Comme un vieux disque, nous on est de la génération où il y avait les 45 tours. Quand ça coince, vous enlevez. Hein?
Donc, il a un discours qui est rayé. À la fois en interne, ça ne passe pas. C'est pour ça que nous assistons à des initiatives politiques qui ne vont pas dans son sens et il se met à persécuter tout le monde. Et puis, à l'international, ce n'est plus la peine qu'on parle d'une quelconque crédibilité à la fois du président Tshisekedi, de sa diplomatie et de sa communication. Ok, Tite. Si nous essayons d'avancer vers la fin, à l'heure où nous parlons, nous avons le processus de Doha, nous avons le processus de Washington. Quel est le processus dont vous êtes en train de donner beaucoup plus de chances aujourd'hui pour une paix durable dans la région des Grands Lacs? Et selon vous, quelle est la continuité des événements très prochains? J'aurais aimé les deux processus connaissent un obstacle majeur. C'est la mauvaise foi du président Tshisekedi. Que ce soit Doha, que ce soit Washington. Washington, je viens de rappeler qu'au dernier moment, il a opposé son veto en disant à son ministre de ne pas signer. Doha, il joue vraiment contre le processus de Doha. J'ai dit tantôt que la déclaration de principe, dans son esprit, voulait au moins que les deux délégations puissent, un temps soit peu, se faire confiance. La déclaration de principe exigeait cesser le feu immédiat. Tshisekedi l'a violé dans les heures qui suivaient. Ça, ce n'est pas pour encourager le retour de la confiance. La liste des Tutsis congolais, remise d'ailleurs au CICR, n'a toujours pas reçu de réponse. La déclaration a été signée fin juillet. Nous sommes début novembre. La réouverture des banques ne pointe pas à l'horizon. Le discours de haine n'a pas pris de ride dans la bouche même de Tshisekedi. Quelle chance donner ni à Doha ni à Washington quand vous avez un président de la République qui... vous vous souvenez de la conférence Union européenne-Afrique à Bruxelles, où il a juré devant la terre entière. Hein? Jamais de ma vie, il n'a été question dans ma bouche d'une intention belliqueuse quelconque. Contre le Rwanda. C'est lui qui le pense, c'est lui qui ose le dire, c'est sa faute. Moi, je vous jure et je vous demande de me croire. Hein? Après, les Congolais se sont amusés à coller des morceaux sur TikTok de ces discours belliqueux. Donc, dire ça à un parterre où il y a des chefs d'État, des ministres, des organisations internationales, et qui savent ce qu'il a dit, il faut quand même être... hein? Il arrive au Caire, en Égypte, hier. Vous savez quoi? Je connais, moi, les intentions du président rwandais. Il a des intentions... Les intentions belliqueuses ont changé de camp. C'est maintenant le président rwandais, et même qu'il veut annexer une partie de notre territoire. Il revient à la fameuse théorie de balkanisation. On pensait que tout ça s'était calmé depuis qu'il en parle, Rwanda, Doha, Washington. Il a changé de registre. Non. Non, pas du tout. Donc, quand il déclare ça au Caire, et qu'à Washington, on est en train de dire d'ici quelques jours, les deux chefs d'État vont se retrouver là-bas pour signer l'accord définitif. Tu peux te demander, mais est-ce qu'on mettra ça en œuvre? Avec un discours comme...
Même pas d'un conseiller où on peut dire qu'il a dérapé, ou qu'il n'avait pas mandat pour le dire, ou un ministre. Un ministre, on peut rattraper. Le chef de l'État a dit, qui va oser le contredire en interne? Il a fini de dire. Quelle chance on peut donner quand on a, hein, pas plus tard qu'hier. Et pourtant, après le Caire, il est allé à Doha. Même si c'est pour une conférence, mais il va rencontrer les autorités qataries. Les autorités qataries ont la médiation entre les mains. Et ils ont vu sa déclaration au Caire. Hein? Comme dirait Francis Cabrel, est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que nous avons un président sérieux à la tête de la République démocratique du Congo? Est-ce que nous avons un président crédible à la tête de la République démocratique du Congo? Est-ce que nous avons un partenaire fiable en discutant avec le président congolais? On peut poser 10 000 questions, la réponse sera toujours la même. Il n'y a pas. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas d'espoir. Et ça donne plutôt des nuages à l'horizon. Et quand tu as des nuages, ça veut dire que la météo n'est pas clémente, la pluie menace. Et quand la pluie menace, tu fais quoi? Ou tu te couvres ou tu restes à l'intérieur. Et donc, moi, je vois un gros brouillard où il y a vraiment de l'orage et tout ce qui va avec risque de verglas et donc de faire une sortie de route assez brutale. Mais alors, Tite, si vous me permettez, comme dernière question, avec une administration comme ça, pour ne pas dire un président comme ça, quel avenir pour le Congo? Écoute, les Congolais le disent 10 fois, 500 fois par jour. Ils disent, nous sommes les enfants de qui? Comment? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? C'est les Congolais qui le disent. Mais je vous ai donné au moins un tableau où il y a les partis, les grands leaders, Kabila, Katumbi, Kamere, Bahati Lukwebo, qui est-ce que j'oublie, Denis Senga, tous en désaccord avec le président Tshisekedi. C'est vraiment ces gens-là qui ne réfléchissent pas, qui sont à côté de la plaque où le problème est chez Tshisekedi. Je parlais de ceux-là qui aujourd'hui portent la tempérance, la sagesse et le désintéressement. Les gens d'église. Ils sont traités par les hommes de Tshisekedi, des politiciens en soutane. Qu'est-ce qui vous reste quand vous avez la classe politique? Pas avec vous, la Senko et l'église protestante, qui quand même, eux, portent tous les malheurs du pays à bout de bras. C'est eux qui tiennent les écoles, c'est eux qui tiennent la santé, qui réhabilitent quelques routes ici ou là, pendant que la classe politique est dans le Djalelo. Qu'est-ce qui reste? Sans parler des problèmes de l'Est. Il a abandonné l'Ituri au Codeco qui sont alliés au FRDC. Il n'en parle pas, non. Le seul endroit sur lequel il a une fixation, c'est Goma. Depuis Bunagana jusqu'à Bukavu, aujourd'hui, les Congolais sont en sécurité et ils le disent. Vous allez vous en prendre à ceux-là qui ont sécurisé la population, qui défendent la population, qui protègent la sécurité. Ça va lui être très difficile. Vous allez multiplier comme ça des pirouettes avec tous les partenaires, y compris celui qui était vraiment un ami très, 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 très cher, comme diraient mes amis togolais, la Belgique. Vous avez des signaux. L'ancien conseiller spécial de Mobutu a écrit un très bon bouquin. Les derniers jours de Mobutu, ainsi sonne le glas.
dans lequel il reprochait au défunt maréchal de n'avoir pas lu les signes du temps. Et il reprenait comme ça les faux pas, les erreurs, les fautes stratégiques, les retournements. Aujourd'hui, on va faire ça. Non, j'ai changé d'avis. Et moi, mon sentiment, c'est celui-là. Je reviens dans mes réflexions, dans mes écrits, dans mes interventions, à cette cécité, au déni qui habite le président Tshisekedi aujourd'hui pour des intérêts bassement mercantiles. Il peut bouffer l'argent et servir le pays. Il y a de quoi servir tout le monde. Et pas s'accaparer de tout, brutaliser les autres, les persécuter et croire qu'il sera lui aussi en paix. Ça me paraît incompatible. En tout cas, Tite, merci beaucoup pour votre temps, oui, aussi vos explications. Merci beaucoup. Et vous êtes encore le très bienvenu ici. À bientôt, merci. Merci beaucoup.